sprint 11. On a pas mal de choses contenu à l'université en ligne sélectionné. Le se terminera. Tu peux venir voir ma chérie, mais ça marche pas trop. Il va être assez cool. On voit mieux. Et on voit un peu, mais par contre, j'entends pas du tout. Moi non plus, j'entends plus ta fille que Dominique. Là, vous êtes là? Je sais pas trop ce que je peux faire. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Parce que j'ai mis le casque et Oui, Là, ouais, moi je t'entends bien, Dominique. oui, ça va beaucoup mieux là. D'accord. Bon, j'ai mis le casque, donc je transmettrai les questions éventuellement si les gens ont des questions. Donc je disais que, enfin, je parlais du prochain sprint qui est programmé à partir du 18 novembre jusqu'au 19 décembre. Je disais que ça serait un sprint assez court. Je voulais juste qu'on convienne des dates. Donc éventuellement disponibilité des gens pour le prochain sprint. Je ne sais pas si vous serez disponible à ces dates-là. A priori, oui. Ok. Le 19, Voilà. hein, c'est ça? Ouais, 19. Je check ça tout de suite. Ça devrait être bon. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sprint qui était intitulé sécurisation. Mais bon, on va se rendre compte qu'on a fait beaucoup de choses et bon, la sécurisation, c'est une part qui était principale fonctionnalité qu'on a abordée, qu'on a mis en œuvre au cours de ce sprint. Donc c'était sur des communications sur EasyParse. Donc on a pris un peu de temps pour préparer les JRES. On va faire une présentation en décembre, le 13 décembre. Et donc on a préparé à la fois l'article et puis la communication avec Stéphane. Il y aura aussi un article dans Documentalist qui va sortir dans le numéro de décembre, qu'on a fait avec Cécilia. Et puis bon, on a été vigilant au cours du sprint, comme il y a eu pas mal de choses de changer, de bien documenter tout ce qu'on a fait. On a eu l'occasion aussi d'assister des utilisateurs et puis d'avoir un nouveau collaborateur, un contributeur au parseur. On a des nouveaux parseurs, on a renforcé les tests, on a fait une grosse réorganisation de code. On a préparé aussi la production et puis on a quand même travaillé sur le thème du sprint qui était la sécurisation des accès. Voilà donc le plan. Donc au niveau communication, je ne vais pas revenir dessus. Pareil pour l'article pour documentaliste, pareil, le truc c'est qu'il était assez court, hein, donc il a fallu bien condenser ce qu'on voulait dire.
voilà, oui, on a un témoignage de Quentin qui a installé donc à Paris 5 Zipar. Donc c'est assez fort quand même. Donc ça montre que l'usage est relativement aisé. Donc sinon les modifications qu'on a faites, donc la documentation, nouveau look, je vous montre très rapidement. C'est juste pour montrer que... Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. C'est juste pour montrer qu'on a uniformisé en fait à la fois la partie documentation, donc on voit qu'on est sur la version, sur une instance EasyParse, hein, on n'est pas sur Analogist, et on a uniformisé en fait la présentation de la documentation avec Analogist. On a documenté aussi des nouvelles fonctionnalités d'administration parce que pour mettre en œuvre la sécurisation des accès, on a été obligé de développer l'administration et donc on l'a documenté. On a aussi réorganisé le code et donc on a documenté cette réorganisation. Donc, désolé pour le navigateur. Oui, pour installer l'adblock. Donc, en fait, cette réorganisation, elle est visible ici. Hein. Donc là, ça, c'est l'arborescence d'EasyParse. La réorganisation, elle a consisté à créer de nouveaux modules, elle est renommée. Donc, on a divisé, enfin, on a renommé, en fait, là où le répertoire, on range tous les parseurs. Le répertoire où on range les bases de connaissances, et puis on a un nouveau répertoire qui est celui des scrappers. On verra un exemple tout à l'heure. Donc on a documenté les changements. On a aussi changé les nomenclatures de nommage des PKB. Enfin, on l'a bien documenté, on n'a pas changé, pardon. Ça soit clair. Donc ça, on peut le voir dans la doc. Au niveau assistance, collaboration avec les utilisateurs, donc comme je le disais tout à l'heure, on a un nouveau contributeur qui est Sylvain Machefer, qui a développé, enfin qui a fait l'analyse et qui a développé le parseur pour Muse. Il est de Bordeaux 3, Bordeaux 2, je ne savais pas. Non, non, Bordeaux 3, je confirme. D'accord, Bordeaux avec 3. Avec un X à Bordeaux et sans le point d'interrogation, donc. D'accord. Donc il a été vraiment du début donc de l'analyse jusqu'au parseur, et donc il y a eu des interactions avec Stéphane, donc ça nous a permis de valider le modèle, hein, et puis de faire éventuellement même des petites adaptations pour voir comment on pouvait fonctionner quand il y a un contributeur qui intervient. Donc là ça nous fait une bonne expérience. On a eu aussi un autre interlocuteur, Hamid El Ouarachi, de Paris 1, donc qui lui a fait une installation et qui a utilisé EasyParse. Pareil, alors la difficulté quand on fait une installation et qu'on veut utiliser EasyParse pour la première fois, c'est qu'il faut avoir l'expression régulière qui correspond au fichier de log qu'on utilise. Et en fait, c'était ça la difficulté, hein, c'était de bien paramétrer le format de log en entrée. Donc, il y a eu des petites interactions. Une fois que ce format de log en entrée a été paramétré, d'après lui, tout s'est bien passé, donc il a pu faire ses analyses. Et donc, du coup, c'est une personne, à nouveau, qui est intéressée par contribuer à l'analyse de plateforme, puisque donc ils se sont rendus compte que ça pouvait leur être utile. Et donc on a intégré leur format de log dans les valeurs par défaut qui peuvent être choisies quand on est sur une instance. Donc là par exemple, voilà, les valeurs prédéfinies, on voit qu'on a mis Paris 1, et donc ils n'ont plus qu'à choisir, ils ont l'expression régulière directement et ils sélectionnent ces fichiers et ça peut partir tout seul. Voilà.
Donc, bon, à cette occasion-là, on a quand même remarqué que c'est assez délicat parce que si le format de log n'est pas standard entre guillemets, bah, ça peut être un peu fastidieux. Les expressions régulières, c'est quelque chose qui quand même, enfin, que les informaticiens connaissent, mais qui n'est pas toujours évident à manipuler. On a eu aussi des interlocuteurs en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et même un Australien. Ils ont testé donc la version Windows. Donc ça c'est suite à une intervention sur les listes d'EasyProxy. Donc une petite annonce, hein, ça parlait d'EasyParse sur les listes EasyProxy. Et donc il y a eu des réactions. Ça nous a amené en fait, à s'apercevoir que notre public, notre cible était française, et donc du coup notre interface est française, et on n'a pas encore de version anglaise de cette interface, et on se pose la question que ça vaudrait peut-être le coup d'avoir une version anglaise. Dans le sens où ça pourrait ramener d'autres points. Et avec ces interventions étrangères, je dirais, on s'aperçoit vraiment que il y a un besoin qui est même international, et il n'y a pas d'outils actuellement. Il y a pas mal de gens qui sont à la recherche d'outils et qui utilisent des analyseurs de log de statistiques web standard pour faire une évaluation des consultations de ressources numériques. Donc voilà, ça c'est une question qu'on pourra se poser quand on fera dans le prochain sprint, dans d'autres sprints. Donc ça nous a aussi renforcé dans une story qu'on avait de mise en place de feedback. Veulent mettre en place le EasyParse et puis l'utiliser pour la première fois, cette histoire d'expression régulière et de mise au point d'expression. Donc la mise en place du feedback, c'est important. Là, on voit, donc c'est là le petit bourse. On voit que là, en fait, c'est une visualisation graphique des modifications du code. Alors, on voit les petits avatars des différentes personnes qui interviennent sur le code. Hein. Alors, ça, c'est Dominique Rouget. Il y a Stéphane qui est là. Voilà. Sylvain qui est passé tout à l'heure. Là, moi, voilà, il est là. Voilà, Sylvain, là, il est là. Donc, c'est un petit outil qui est assez marrant et qui permet de voir en fait la restructuration du code qu'on a pu faire. Hein, ça, c'est une visualisation graphique. Ça se branche sur GitHub. Et donc, ça montre l'évolution du code source au cours du sprint. Donc là, ça c'était le sprint 11, hein, celui qu'on vient de faire. Et on voit Dominique, juste une petite question. C'est quoi Gours? En fait, c'est un outil qui fait un rendu graphique sous cette forme-là, en se branchant sur GitHub. Hein, c'est sur GitHub qu'on branche. Voilà. Et qui génère un petit vidéo comme ça. D'accord, ok. Donc voilà, on est amateur de genre de. Ouais, j'ai perdu ma page. C'est de la retrouver. Okay. Voilà, donc je suis revenu.
Euh, donc, j'ai un peu évoqué, on a aussi, au cours du sprint, on s'était engagé, enfin, précédemment, on s'était engagé à écrire au moins 3 parseurs, 3 parseurs. Toujours le même mécanisme, hein, il faut qu'il y ait une analyse disponible et puis on priorise et on fait les parseurs dans la foulée. On a renforcé les tests, autour d'EasyParse. Le validator, ça c'est un petit outil qui permet de vérifier les PKB, hein, les bases de connaissances des plateformes, de façon à expliquer qu'il y a les bons champs et puis que les contenus, en particulier des PID, qu'il y a bien les ISSN correctement, etc. Donc c'est un outil qui nous permet de faire le test des bases de connaissances. Les PKB sont vérifiés. Les parseurs peuvent être lancés. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans le code du parseur. Voilà. C'est la démarche générale du sprint. Là, on a un gros point, c'était donc la réorganisation du code. Donc là, je te passe la main. Et puis tu viens parler un peu de... Quoi? Les gens qui disent It's for things like easy platforms, micro, small business, that huge files. Ça donne un peu de fraîcheur. Alors donc, comme Dominique le disait, on a pas mal réorganisé le code durant ce sprint. Ce n'est pas noté ici, mais je vais déjà faire remarquer que les parseurs ont été factorisés, enfin la partie commune des parseurs a été factorisée, ce qui fait que aujourd'hui, il est encore plus simple d'aller rajouter un parseur puisque c'est juste un fichier avec une fonction. Voilà. Ensuite, la différence notable, c'est qu'on a retiré les modules Node, EasyParse du code source. Il faut savoir qu'on les avait ajoutés dans le source parce qu'on avait un besoin de garder les versions précises des modules et des sous-modules pour être sûr d'avoir quelque chose de stable. Mais à la place, on a utilisé un petit fichier qui s'appelle shrinkwrap qui contient une description de tous ces modules et donc qui permet à l'installation d'EasyParse de tous les installer avec une version particulière. Donc ça a comment je dirais, ça a plusieurs incidences. Déjà, il faut savoir que les modules, c'est le plus de place dans EasyParse. Beaucoup alléger l'archive code source. Après, ça prend un peu plus de temps à l'installation. Mais voilà, c'est tout. Sinon, ça sera plus simple pour la maintenance. Ensuite, on a donc créé de nouveaux dépôts GitHub et surtout un dépôt dédié pour les scrappers, donc EasyParse-scrapper, et un dépôt EasyParse-tools où on va mettre, comme son nom l'indique, les différents outils annexes qui pourront se rapporter à EasyParse. Donc,
Il faut savoir donc, on a également, on a réorganisé les dépôts des bases de connaissances notamment, de façon à ce que dans les 3 dépôts des bases de connaissances des parseurs et des scrappers ont maintenant la même structure, à savoir qu'ils sont tous composés, ils ont chacun un dossier par plateforme. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé un peu sur les PKB, avant toutes les PKB étaient sur un même niveau, dans un même dossier. À présent, ils sont tout ce qui concerne une plateforme est dans un dossier séparé. Ça a un peu allégé la nomenclature de nommage des fichiers de PKB. Donc, hop. Ensuite, les scrappers, qui au départ étaient quelque chose d'un peu marginal, ont été intégrés au code source d'EasyParse, même s'ils ne sont pas encore utilisés par le cœur en lui-même, mais on peut imaginer une future automatisation. Et on a commencé à faire une normalisation et une factorisation, à savoir faire une base commune pour faciliter la création de nouveaux scrappers. Alors là-dessus, je m'en suis pas occupé, donc je ne saurais pas être précis par contre. Voilà, et voilà, c'est le même ordre d'idée. Et donc on peut en profiter pour faire remarquer qu'on a eu une contribution sur les parseurs de Dominique Rouget. Bon, merci au passage d'ailleurs. Voilà. Ah bah c'était marqué finalement la factorisation des parseurs. Bon. Donc j'en ai déjà parlé. Ensuite, à noter que nous avons à présent à disposition une machine de préparation à la production. Alors, pour faire simple, la machine de production ne contiendra, enfin n'a d'ailleurs toujours contenu que la dernière version stable d'EasyParse, et la machine de préparation à la production contiendra la dernière version qui ne sera donc pas forcément stable, hein, mais justement elle sert de test. Donc, on m'aide. Oui. Ah oui, c'est vrai, voilà. Donc voilà, on a une fenêtre donc qui est lancée sur, connectée à la machine de pré-production, donc, hop, d'intégration, selon le... Oh, non. Et puis EasyParse peut très bien faire plusieurs choses en même temps, voyons. Alors donc, on va donc en profiter pour vous montrer, hop, le fonctionnement d'un scrapper. Hop, non, moi, je suis pas sous Linux là. CI. Ouais. Donc là, nous sommes dans le dossier des scrappers, dans le dossier de BMC. Hop, et donc on a un petit programme qui, pouf, si on le lance, là, qui ne fonctionne pas. Ouais, on dirait bien qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais, ils sont peut-être... Alors, pour rappel donc, les scrappers sont des programmes qui vont se connecter sur une plateforme en particulier et qui vont parcourir les pages à la recherche des différents, comment je dirais, ouais, ouais. Ils sont peut-être en train de bosser sur le proxy. Voilà, donc je disais, les scrappers sont des programmes qui vont donc parcourir les pages d'une plateforme en particulier et qui vont extraire les différentes informations qu'ils peuvent trouver, notamment les ISSN, EISSN, PID et compagnie, et qui vont créer à partir de là un fichier de PKB qui sera donc utilisable par EasyParse pour l'enrichissement des logs.
Et bon, bah, je crois qu'on peut abandonner si le... Ouais, mais si... Top. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est vrai, il n'est pas encore... Alors... ouais. Voilà, mise à jour. Il marchait pas, effectivement. Bon, les scrappers sont pas encore... ne sont pas encore... ouais. Ah, le guide pool n'a pas marché, j'ai pas... Ah oui, ok, bon, bah alors ça veut dire que les scrappers marcheront pas de toute manière. Ok, d'accord, donc on peut laisser tomber les scrappers, enfin la démo en tout cas. Enfin, vous avez saisi l'idée. Oui. Donc ensuite, il y a une fonction qui nous a été demandée et qu'on a mis en place pendant ce sprint, à savoir pouvoir utiliser EasyParse pour faire uniquement un filtrage des logs sans les traiter en fait. C'est-à-dire juste pouvoir supprimer d'un fichier de log les lignes qui ne sont pas considérées comme pertinentes. Donc pour ça, on a ajouté un nouveau header hop, qui s'appelle clean only, qui s'il est placé à true, EasyParse va donc retourner en sortie, en gros, le même fichier qu'on lui a donné en entrée, sans les lignes qui sont considérées comme non pertinentes. Voilà. Donc, alors ça, par contre, je vais pouvoir le montrer. Hop. Alors, voilà. Alors donc là, je lui donne un fichier de log de Springer. Dommage que ce soit du gzip d'ailleurs, mais c'est pas grave. Hop. Mon Dieu. Normal, parce que je suis sûr. Si c'est bon, c'est sûr, c'est bien la 40 000. Alors pourquoi il veut pas? Ok, d'accord. Ah, je ne sais pas. Je me demande bien pour. Pardon? Oui, il tourne pas là. Ah tiens donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il ne veut pas démarrer. Ah, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais... Bon, bah écoute, on va faire avec ça. Sauf que j'ai besoin d'une autre fenêtre si je fais comme ça. Ouais. Voilà. Ouh, ça fut difficile. Hop, voilà. Hop. Oh mon Dieu. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec la VI. Ok, donc je vais devoir vous demander de me croire sur parole. Éventuellement. Mon Dieu! On va essayer de faire du ménage. Hein. On fera comme ça, hein, ouais. Hop. Est-ce qu'il va bien vouloir? Voilà. Ouf. Donc, bon, étant donné que c'est un fichier gzip, je ne vais pas vous montrer qu'il y a moins de lignes sur ce qui me retourne que sur un fichier original, mais en gros, on remarquera que il n'y a que des lignes pertinentes, donc à savoir, là, on remarque qu'il n'y a que des codes 200 par exemple, donc il pourrait aussi y avoir les 304. Voilà. Bon, je suis pas sûr d'avoir été très clair, mais bon. Donc, pour ce qui est de, enfin, cette machine de pré-production est accessible
donc à la même adresse que la machine, que l'instance nationale d'EasyParse. Il faut juste ajouter un tiret préprod, enfin, EasyParse-préprod @coupin.org. Donc voilà, et ça a exactement la même tête, hein, c'est la dernière version. Ça. Ok, ensuite, hop. Donc on va en arriver enfin à la partie, voilà, au sujet du sprint, le thème principal du sprint. Donc notre but principal était de sécuriser les accès, donc à savoir que jusque-là, n'importe qui se connectant à un serveur EasyParse pouvait librement traiter ses logs sans contrainte particulière. Donc le but était de pouvoir restreindre les accès là. Hop. Ah, voilà. Donc, ce que je vais faire pour le moment, je vais partir d'une base, alors d'un EasyParse sans, comment je dirais, d'un EasyParse 9 où il n'y a pas encore d'utilisateur. Alors par contre, comment je vais faire pour redémarrer EasyParse si je me mets en tête? Pardon? FG? Ah, merci. Ok. Donc, voilà. Donc je vais supprimer le fichier qui contient les utilisateurs. Voilà. Alors, hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit temps de latence. J'avais oublié. Voilà, donc ça va revenir d'ici d'ici quelques secondes. Mes excuses. L'accélérateur qui est très rapide une fois qu'il a démarré. Je disais donc une fois qu'il a démarré. Ah bon? On va y arriver, hein? On va y arriver. Ah, voilà, magnifique. Donc, hop, alors ça, je crois que c'était déjà présent lors de la dernière démo, mais ce n'est pas grave, on va le montrer. Lorsqu'on part d'une installation neuve d'EasyParse, oui, bien sûr, tout à fait. Hop, hop. À la première tentative de connexion, on nous propose de créer un premier utilisateur qui sera l'administrateur en fait de l'administration. Donc, hop, voilà. À partir de là, on peut donc se connecter en tant qu'administrateur pour avoir accès à une interface d'administration, puisque là tout va bien. On remarque que les parseurs sont pas à jour. Voilà, donc jusque là, on vous avait montré la possibilité de pouvoir mettre à jour les bases de connaissances et les parseurs directement depuis ici. D'ailleurs, j'en profite pour le faire. Voilà. À présent, l'administrateur peut également créer des utilisateurs qui donc seront des gens qui auront accès au formulaire sans avoir accès à l'interface d'administration, hein, tout simplement. Voilà, si on crée un utilisateur, user, password quelconque, voilà. Donc il peut en ajouter et en créer, hein, parce que là c'est normal. Et donc ça va être utile car il est maintenant possible d'empêcher les utilisateurs d'empêcher les gens qui ne sont pas utilisateurs d'accéder au formulaire. Alors, par contre, si je veux le montrer, je vais devoir changer les options et donc redémarrer. Et donc, l'accélérateur va me refaire des siennes. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Alors, bien sûr, il y aura probablement plus tard un moyen d'influer sur les paramètres en question directement depuis l'interface web. Hein. Ce n'est pas encore possible, mais je pense qu'on le fera.
Hop, point, hop. Alors, donc, dans le fichier de configuration d'EasyParse, qui s'appelle config.json, où est-ce qu'il est? Voilà. Il s'agit de ce paramètre-là qui s'appelle EasyParse require auth, qui par défaut est passé à false, ça veut dire que n'importe qui peut accéder librement à l'interface, enfin au formulaire. Si vous le mettez à true, une personne qui ne sera pas connectée se verra donc refuser la connexion et les traitements des logs. Hop, voilà. Je vais y arriver. Hop. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour la sécurisation des accès. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais. Donc effectivement, donc en tant que quand on utilise curl, en gros, il va falloir ajouter un tiret U. Je crois que c'est ça, tiret U, pour ajouter ses identifiants, sachant qu'il n'y a pas de session. Donc sinon, on se prend un 400, enfin, un code 403 pour dire qu'on n'a pas le droit. Alors ah oui, effectivement, la documentation. Ce que j'ai montré au niveau, pas ici, ce que j'ai montré au niveau de l'interface d'administration, naturellement, tout est faisable via curl, hein, via des requêtes HTTP, et donc vous pourrez retrouver ça dans la documentation administrateur ici, où toutes les routes sont détaillées avec des exemples en curl, avec ce fameux "-u" ici qui permet de préciser ces identifiants. Ouais. Voilà. Ah oui, alors ce que j'entendais par là en fait c'est, oui, ça tombe bien, on dirait que j'ai pas été très clair. Alors quand on se connecte, hop, c'est pas la coulée. Quand on va sur l'interface d'administration, actuellement, on peut juste influer sur les utilisateurs et mettre à jour des bases de connaissances. Par contre, par exemple, si on veut pouvoir activer ou désactiver la nécessité d'une authentification, on est obligé d'aller modifier actuellement à la main le fichier de configuration, ce qui n'est pas forcément très pratique, surtout pour ceux pour les utilisateurs lambda qui connaissent, qui ont des connaissances limitées, on va dire. Donc, je pense qu'à terme, on pourra modifier le fichier de configuration directement depuis cette interface. Voilà. Parce qu'il y a des trucs effectivement qui, même s'ils changeaient ici, ils nécessiteront un redémarrage. Alors, on peut imaginer aussi un bouton de redémarrage là-dessus. Enfin, ok. Donc, je crois que je suis allé au bout. Ah, j'ai pas parlé du feedback, effectivement. Hop. Donc, vous aurez remarqué éventuellement maintenant la présence d'un petit bouton feedback ici, magnifique, hop, qui vous permet d'envoyer directement une remarque, un feedback, hein, tout simplement, à l'équipe d'EasyParse. Donc, toc. Hop, avec qui sera systématiquement accompagné d'un screenshot de la page sur laquelle vous vous trouvez. Si jamais vous avez envie, si jamais vous voulez nous mettre en surveillance une zone problématique, du genre hop, ce bouton-là, il est moche, voilà. Oui. Et donc, point intéressant. Si jamais vous avez fait un traitement avant de nous faire votre feedback,
Le dernier rapport de traitement sera sera ajouté en pièce jointe. Ce qui fait que ça nous aidera un peu plus facilement à identifier d'éventuels problèmes. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que de toute façon, imaginez, on reçoit un mail après, voilà. Alors actuellement, non. Ah oui, je pense que ce serait possible, oui. Ouais, ouais, je pense. Mm. Ok, d'accord, effectivement, à noter. Donc voilà. Euh, oui, effectivement, si quelqu'un a des questions, alors j'entends plus rien. Non, Dominique, Non, on n'a pas entendu la question. la question? la question de Thomas, c'était en fait à propos du feedback. À propos du feedback, en fait, Yannick précisait que s'il y avait eu un souci, un traitement s'était mal placé, au niveau du feedback, le rapport d'exécution était joint au feedback. Et donc, le problème qui était évoqué, c'était qu'il y avait potentiellement un problème de confidentialité par rapport au rapport. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement possibilité de désactiver le fait que le rapport soit joint au feedback ou pas? Donc on a noté. Donc, sachant que bon, dans le rapport, il n'y a pas non plus beaucoup d'informations qui sont potentiellement confidentielles, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en œuvre assez facilement. Voilà, c'était ça la Ouais. question. Sinon, la présentation était terminée. Donc, si vous avez des questions, Je rebondis juste sur cette histoire de confidentialité, Thierry, à Rennes. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça va finalement, nous on est en train de mettre en place juste un process de stockage des logs en fait à un endroit pour ensuite pouvoir les traiter et pouvoir les garder un certain temps pour bénéficier des améliorations de parseur et faire tourner l'analyse éventuellement sur des logs plus anciens. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est assez difficile finalement de convaincre le correspondant CNIL de l'université, quelqu'un de la DSI, de le convaincre qu'il n'y a pas vraiment parce qu'à mon avis, il n'y en a pas de données personnelles dans les logs EasyParse, dans les logs EasyProxy analysés par EasyParse. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on soit clair. Enfin, je pense que nous, à Rennes, il va falloir qu'on soit très clair sur les traitements qui sont faits en local. Alors, pour le moment, c'est pas installé sur un serveur, donc qui sont faits en local par exemple, sur mon poste. Et puis, les traitements qui sont faits sur l'instance centrale. Alors, en tout cas, on va avoir quelqu'un qui va nous surveiller. Okay, so you don't have the invoice. Okay, I just want to make sure it wasn't on this invoice. Oui, Donc voilà. je confirme, j'appuie ce que dit Thierry. Nous aussi, on aurait si je demande des fichiers de log qui sont pour l'instant gérés par la DSI, pour les traiter, c'est vrai qu'on va me demander beaucoup de choses, notamment par rapport aux problèmes de confidentialité ou d'informations sur les personnes qui pourraient exister dans ces fichiers de log. Et c'est vrai que c'est une question importante et qui peut générer des problèmes, oui. Donc, vous verriez ça comment? Comme une page d'avertissement quelque part au niveau EasyParse ou pour bien préciser les informations qu'on manipule, ou comment vous verriez ça?
En fait, moi, je sais pas parce que on va certainement prendre rendez-vous avec cette personne, mais parce que moi, c'est vrai que je considère que il n'y a pas de données personnelles dans les logs d'EasyProxy, puisque il y a aucun endroit, à aucun moment il y a un nom qui apparaît, l'identifiant de session il est totalement opaque, et donc j'avoue que je vois pas vraiment où est son problème. Donc j'attends si tu veux, d'avoir rencontré ou échangé vraiment en direct avec cette personne avant de éventuellement faire des préconisations pour améliorer le logiciel lui-même, quoi. C'est un problème que vous avez jamais eu du côté de... Ah bah non, de toute façon, oui, vous êtes en identification labo, donc le problème se pose pas. J'ai fini. D'un établissement et donc d'avoir affaire au correspondant CNIL de cet établissement. Mais par contre, ça m'intéresserait que par exemple ton établissement fasse la démarche ou que tu fasses la démarche et qu'on ait un retour là-dessus pour savoir ce que dit le correspondant CNIL de Rennes 1 Ouais. et que nous ensuite on puisse au choix soit faire juste une page d'avertissement en disant prenez contact avec votre correspondant CNIL de votre établissement ou est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin nous-mêmes. En fait, pour l'instant, on s'est dit que cette charge, elle était plutôt côté établissement. C'est-à-dire un établissement est intéressé pour utiliser EasyParse et se renseigne de son côté. Mais c'est vrai qu'on pourrait envisager un accompagnement ou même une liste de choses à vérifier ou une liste de contacts à prendre avant de lancer EasyParse en production. Ouais, bah je manquerai pas de vous faire un retour quand j'aurai rencontré effectivement notre correspondant CNIL. Là, on a un ticket dans le helpdesk Rennes 1 qui est en cours, donc il y a eu des échanges écrits, mais voilà, des fois les explications orales sont meilleures. Donc dès que j'aurai des infos, je fais un retour aux développeurs et enfin à l'équipe EasyParse. Ok, parfait. Mais peut-être aussi qu'il faudrait que le dernier rapport d'EasyParse qui est envoyé avec le feedback, peut-être, effectivement, s'il est optionnel, c'est déjà une bonne chose, et que l'option par défaut soit de ne pas envoyer ce dernier rapport, et que ce soit vraiment une action volontaire. Parce que sinon, ce qu'on peut nous reprocher éventuellement, c'est que des informations sur le traitement de fichiers log puissent être envoyées à l'extérieur sans qu'on ait vraiment soit la main, soit la volonté de le faire. Mais bon, peut-être que dans les rapports, effectivement, il y a encore moins d'informations personnelles que dans les logs eux-mêmes. Mais disons que dans les rapports, il y a la première ligne de log. Donc, est-ce qu'on considère que c'est déjà trop ou est-ce qu'on laisse l'utilisateur faire le travail de cocher la case « je veux envoyer cette ligne de log ». Parce que là, pour le cas de l'utilisateur à Paris 1, c'était très très pratique d'avoir cette ligne-là. Et lui, je suis pas sûr qu'il était au courant que c'était parti avec son rapport, quoi. Ouais, bien sûr. En même temps, c'est sûr, c'est qu'on doit être au courant. Il s'agit de devoir vraiment l'aider. Il nous a envoyé un extrait de log sans se poser trop de questions, quoi. Oui, non, mais je comprends bien. C'est peut-être pas tellement au niveau des établissements BU qu'il y a des gros soucis. C'est quand les DSI mettent le nez, ils ont mis sérieusement le nez dans différents fichiers de log qu'on peut avoir à traiter, etc. Ils ont des dossiers de sécurité qui sont devenus assez drastiques. C'est là qu'est le problème. Il y a peut-être pas beaucoup d'informations qui vont filtrer. Je suis d'accord. Et du coup, c'est pour ça que ce sera intéressant d'avoir le retour de Thierry. Et nous, on refera un tour sur cette question-là dès qu'on aura des informations précises d'au moins un établissement. Ok, donc je pense quand même que le feedback, ça va apporter quelque chose, sachant qu'on a bien vu que c'était la mise en place d'une instance EasyParse qui était le moment crucial, donc il faut vraiment qu'on puisse accompagner les gens qui veulent l'installer. Mais bon, après, peut-être que vous avez des questions sur d'autres points qu'on avait vus, parce que la screen review est assez longue. Vous avez peut-être d'autres questions. Sinon, je peux donner des explications aussi sur l'histoire du scrapper qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est un problème réseau. On essaye d'accéder à une page sur un site distant
Là, on est sur une instance de pré-production, hein, une VI qui cherche à sortir à l'extérieur. De temps en temps, on a notre firewall bloque un peu. Bon, c'était ça le souci, mais c'était juste pour illustrer comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Moi, c'est pas une question, c'était juste, c'est Thierry, juste une remarque pour me dire que l'idée qui a été évoquée d'internationalisation me semblait une bonne piste, enfin en tout cas, si ce n'est d'internationalisation, au moins de traduction, parce que c'est vrai que bon, ça fait 1 an que je suis sans suivre le forum ici Proxy là. Enfin, la liste de discussion, et c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement, je dirais tous les 1 mois et demi, il y a un utilisateur d'EasyProxy qui demande alors vous utilisez quoi, etc. Et donc j'ai trouvé vraiment bien que Stéphane intervienne sur la liste pour promouvoir EasyParse, et donc voilà, c'est vrai que je ne sais pas s'il y aura le temps d'ici la fin du projet, mais ça me semble une piste très porteuse aussi pour la suite. Pour évidemment, si jamais on arrivait à intéresser quelques personnes qui pouvaient aussi ensuite développer des parseurs, etc. Bon, ça serait génial. Voilà, c'est juste une remarque. Par rapport à ce que tu dis et par rapport au retour justement des utilisateurs internationaux, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément d'intérêt porté. Il y en a donc 4 ou 5, même 5 personnes qui ont testé, qui ont essayé, dont un Québécois. Le Québécois, il a réussi. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une barrière, la barrière du français qui arrive au moment que j'avais même pas en tête au moment où je parlais d'EasyParse. Les gens, ils ont tendance à tester la version Windows et donc à passer par le formulaire pour envoyer leur log. Et donc le formulaire, dès le début, il est en français. Et en fait, l'idée, une des idées qui était dans les propositions des pistes pour le sprint suivant, ça serait juste d'internationaliser la partie web. Mais pas tout analogique, pas toute la doc, parce que ça serait un travail titanesque sinon. L'idée, c'est d'essayer d'internationaliser entre depuis l'installation jusqu'à l'injection des logs, et c'est tout, et pas toute la partie collaborative qu'on a mis en place avec Analogies. Voilà. Ça me paraît une première étape, et ça sera peut-être la seule d'ailleurs, mais effectivement, il faut commencer par ça, tu as 100% raison. Sinon, on peut enchaîner éventuellement s'il y a d'autres questions. Peut-être Amélie ou Sally, est-ce que vous avez des choses à nous dire en français ou en anglais? In French or in English? Ah, je comprends pas le langage. Mais n'hésitez pas à nous écrire. Je me rappelle plus. Bon, je sais. I don't know if you will listen to the presentation, but don't hesitate to contact us by email or to come back to us. So, donc on continue sur les propositions pour le Sprint 12. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, mais effectivement, il y avait la partie interface web anglais-français, donc qui n'est pas forcément très lourde à implémenter, donc on l'a mis en position 3 dans le document. C'est une liste un peu dans le désordre. Il y avait également donné la possibilité à EasyParse d'exporter au format TSV, T signifiant tabulation, plutôt que C qui signifie comma, donc dans CSV, sachant que TSV est a priori plus facile à parser suite à des retours de Quentin de Paris 5, donc, qui ont fait dire que ça serait peut-être intéressant de proposer ce format d'export en plus du CSV. Oui, le deuxième aspect, donc, que fait remarquer Dominique, c'est que c'est plus international le TSV.
Voilà. Moi, j'avais rajouté une petite remarque à vérifier que le TSV s'ouvre correctement dans Excel, parce que par défaut, sans avoir à faire de modifications particulières, sinon ça pourrait poser problème. Vous nous entendez encore? Oui, oui, on vous entend, oui, oui. Parce que nous, on n'a plus de vidéo. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Il y avait également la possibilité d'exporter au format counter de bout en bout depuis EasyParse. Aujourd'hui, on a le dédoublonnage qui suit les recommandations counter, mais on n'a pas, par exemple, le vrai format au sens dans telle ligne, telle colonne, je mets tels indicateurs. Je suis pas un spécialiste de counter, mais tel que l'attendrait, par exemple, le projet mesure. Donc potentiellement, ça demande un travail manuel documentaliste s'ils veulent comparer ces chiffres locaux avec les chiffres fournis, les mêmes chiffres fournis par les éditeurs. Et donc effectivement, ça pourrait aussi permettre de faire un premier pont avec le projet mesure. Voilà, on va dire les 3 premières propositions qu'il y avait de thématiques pour le sprint suivant. Et après, il y en a d'autres, je vais les passer rapidement. C'était mémoriser les paramètres par défaut, ça peut paraître tout bête, mais c'était quand on est dans le formulaire, en gros, c'est éviter qu'à chaque fois qu'on revient sur le formulaire, ça reparte avec des cases vides. Donc on est le dernier paramètre qu'on a réglé qui soit mémorisé. Donc il y avait des idées de faire avec un cookie ou des choses comme ça. Sécuriser les scrappers, c'était une autre piste. Actuellement, les scrappers, c'est des bouts de code relativement complexes qui sont donc, ils peuvent avoir des bugs, quoi. Donc aujourd'hui, on ne les teste pas de façon automatique, comme on teste actuellement tout le code source d'EasyParse de façon automatique, donc avec des tests qui permettent d'éviter les régressions. Sur les scrappers, on n'a pas ça aujourd'hui, c'est normal, c'est nouveau, on vient de le rentrer, de l'intégrer dans EasyParse, mais on n'a pas de sécurisation et c'est assez gênant parce que on n'est pas au courant si un scrapper ne marche plus à cause d'une réorganisation du code ou autre. On avait aussi l'idée d'avoir des scrappers qui puissent être exécutables, donc avoir la mise à jour des bases de connaissances depuis l'interface web, donc depuis l'interface d'administration principalement. Ça devient possible à partir du moment où on normalise les scrappers, ce qu'on a commencé à faire. Et puis après, il y avait toute la partie, aujourd'hui on est capable de se synchroniser, un utilisateur d'EasyParse qui a déployé EasyParse chez lui, est capable de récupérer la dernière version des parseurs, la dernière version des bases de connaissances, mais on n'a pas l'inverse. On n'a pas aujourd'hui la possibilité à l'utilisateur de reverser ses éventuelles contributions. Imaginons qu'il a développé un parseur, comme ce qu'a fait par exemple la personne de Bordeaux, ou bien à rajouter un ISSN dans une base de connaissances, ou autre, voilà. Il n'a pas la possibilité aujourd'hui de le reverser vers un allogiste. Donc voilà, il y a également 2 livres qui parlent de ça. Voilà, en gros, là, on a fait le tour, on va dire, des principales fonctionnalités envisagées. Et bien entendu, j'en ai pas parlé, mais développer des parseurs, ça reste la priorité pour avoir une complétude la plus aboutie, on va dire, par rapport à nous, à l'INIST, on a des besoins clairs, mais tous les partenaires ont leurs propres besoins. Et donc là, on est tout à fait dans l'idée de mutualisation. Donc on continuera dans cette voie. On en a listé quelques-uns, Reaxys, MetaPress, Dalloz, qui je crois a été, il y a une nouvelle version qui est sortie récemment. Donc Dalloz est à refaire. Voilà. Ah oui, Dalloz Bibliothèque. Il y a Navis au niveau de l'Université de Lorraine, donc effectivement, ils vont avancer. Donc il y a tous les contributeurs, on va dire, avancent en parallèle sur ces aspects-là. Et nous, au niveau de l'équipe de développement, on est prêt à développer les parseurs dès que les analyses sont prêtes. Non. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, qui n'apparaît pas explicitement dans les user stories, mais qui me paraît moins important quand même, c'est
c'est de vérifier. C'est-à-dire que on teste, on vérifie, on voit que ça se passe bien. Sauf que jusqu'ici, on a peu de retours sur la réalité des évaluations. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, les parseurs qui sont fonctionnels actuellement, genre Science Direct, Springer ou d'autres parseurs, est-ce que les chiffres qui sont produits paraissent réalistes? Bon, on se dit que ça doit être bon, hein, mais il serait peut-être bien de se pencher dessus et de par rapport à vos utilisateurs, à vos consultations, éventuellement si vous avez la possibilité de nous faire un retour. Donc on n'a pas, en termes de couverture, on n'a pas toutes les plateformes qui sont fonctionnelles, mais pour les plateformes qui sont fonctionnelles, ça serait bien d'avoir une première estimation de la validité. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué là récemment avec Springer, par exemple, c'est que on avait fait l'analyse, hein, sur une navigation classique, on avait repéré des URL, sauf que dans le cas des e-books, il y a une redirection qui est faite par la plateforme, et c'était une URL qu'on n'avait pas identifiée dans l'analyse. Donc là, on s'est aperçu que il fallait rajouter un petit truc. Donc ça serait bien qu'on puisse avoir un petit retour c'est suite à la demande de Grégory à propos de l'usage de Springer dans le cadre des tests ISTEX. Alors donc là, dans ce cas de figure-là aussi, on est un peu comment dire, à la marge, parce que c'est dans le cadre de la consultation des e-books. Donc les e-books, bon, c'est un peu à la marge de ce qu'on sait reconnaître, mais bon, c'est révélateur du fait que le retour est toujours positif, quoi. Enfin, en oui ou en non, quoi. C'est-à-dire qu'il ne manque rien ou il manque peut-être un peu quelque chose. Mais, aller vraiment jusqu'au bout du traitement. Si vous avez fini, donc, oui, vas-y Dominique. Non, je voulais savoir si vous aviez fini. J'avais deux petites questions à la fin, mais qui sont pas vraiment dans ce sprint-là. Alors moi j'avais une question sur ce que vient de dire Dominique là, pour la validité des analyses, si je comprends bien, donc tu voudrais un retour de notre part là-dessus, mais en fait je suis pas sûr de bien comprendre concrètement comment on peut faire, à part comparer un rapport counter fourni par exemple par Springer et puis sur le même mois sur les logs regarder ce que EasyParse nous sort. Et comment on peut faire, comment on peut vérifier la validité des analyses? Oui, ça serait de cet ordre-là, c'est-à-dire que, selon ce dont vous avez à disposition, donc genre, vous avez des rapports counter, vous avez donc des chiffres, ce que peut donner EasyParse pour une plateforme donnée, en regardant, est-ce que ça paraît cohérent ou pas? On peut déjà avoir un premier aperçu en regardant, en jetant un premier. Alors moi je pourrais pas faire un retour là-dessus parce qu'en fait tout mon trafic passe pas sur EasyParse puisque j'ai encore des déclarations d'IP directes. Donc voilà, je pourrais pas faire, enfin je peux pas faire la comparaison valablement entre les analyses EasyParse et Scumsor Counter pour le moment. Okay. En Lorraine, ils doivent pouvoir faire ça. Mais vous, à l'INIST, vous pourriez le faire aussi, non? Oui, on le fait. On le fait. Mais le truc, c'est qu'on ne pourra pas forcément le faire pour toutes les plateformes. Oui, d'accord. Et puis, c'est aussi dans le souci de détecter des choses, c'est-à-dire détecter des choses qu'on n'aurait pas vues dans l'analyse. Mais il ne faut pas oublier non plus que le rapport counter n'est pas un chiffre précis, hein. Il a une marge d'erreur. Hein. Donc, on ne doit pas retrouver forcément exactement le même nombre. Hein. Il y a quand même il y a 10% d'erreur en gros. Hein.
J'ai fini sur la notion de retour. Dominique, tu peux rebondir sur tes questions si tu veux. Oui, sur les quelques... Il y avait un problème sur le parseur de... Comment il s'appelle, de DieWire, où en fait... Juste avant, Dominique, pardon. excuse-moi de te couper. Est-ce que je peux juste donner ce qui a été dit juste avant? Je pense que dans le siècle de contribution, par rapport à ce que disait l'autre, Dominique, il manque une étape, c'est-à-dire que là, il y a un documentaliste, on va dire, qui analyse. Ensuite, il y a l'équipe de développement qui va réaliser le parseur. Et ensuite, il n'y a rien. Il manque, il me semble, une étape où, à la limite, c'est presque la personne qui a fait l'analyse devrait vérifier que les résultats retournés par le parseur, qui eux-mêmes sont issus de l'analyse, une sorte de téléphone arabe, on va dire, au final, retourne bien ce qui l'attend, en allant, par exemple, vérifier que dans les logs de rejet, les choses qui ont été rejetées par EasyParse, les unqualified EC, ici, c'est les choses qui sont vachement importantes, parce que c'est des choses qui sont rejetées par EasyParse, et si jamais on a oublié, par exemple, un type d'URL dans l'analyse, on peut le voir à ce moment-là. Au moment du dépouillement, on va dire, une fois que le parseur a été réalisé, il y a un moment où il faut le tester sur des vraies données. Et cette étape-là, on ne l'a pas vraiment formalisée. Je pense que oui, les logs des e-books dont on parlait tout à l'heure sur Founder, à mon avis, elles apparaissaient dans les logs de rejet d'EasyParse. De toute façon, EasyParse ne jette rien. Il le met dans ses fichiers de rejet pour une analyse éventuelle postérieure. Donc, Le problème qu'on aura avec ça, c'est que les lignes de rejet, parce que je suis absolument d'accord avec ça, que ce qui est rejeté par EasyParse doit être analysé, et que c'est sûrement un excellent outil pour s'apercevoir que les parseurs ont oublié ceci ou cela. Mais on doit lire des lignes de log. Or, bon, beaucoup de bibliothécaires ne lisent pas de lignes de log. Mais du coup, effectivement, je ne sais pas qui doit analyser ces sorties. Bon, certains bibliothécaires vont se pencher dessus avec délectation, mais pas forcément tous, quoi. En fait, c'est un peu ce que évoquait Stéphane. Je pense qu'il faudrait, après qui le fait, mais je pense que un point important, ça serait peut-être justement d'identifier l'étape, hein, et puis de le formaliser quelque part, de mettre, je sais pas, une colonne dans la liste des parseurs, qui dit qu'effectivement ça a été regardé ou pas. Ça serait une information qui peut être importante quand même. Mais effectivement, bien l'identifier dans le processus d'EasyParse, à mon avis, c'est déjà très important, oui. Dominique Roger, on se repasse la main. Vous avez quelque chose à dire, il me semble. Oui, je voulais savoir si sur le parseur de DieWire, vous étiez penché sur la question que les lignes de log ne suffisaient pas à déterminer un événement de consultation, mais qu'il fallait aller regarder probablement dans les entêtes envoyées par le serveur. Il y avait un problème parce qu'en fait, une ligne de log pouvait vouloir dire aussi bien que l'article avait été envoyé ou bien que l'accès était refusé parce qu'il demandait une authentification. Vous m'avez entendu? Non. Oui, on a entendu, mais en fait, on n'a pas de réponse à tout le monde parce qu'on s'est pas penché sur le problème. D'accord. On l'a noté, mais on n'a pas encore de... En fait, il faudrait qu'on analyse, qu'on se connecte sur cette plateforme, qu'on voit vraiment ce qui se passe dans quand on fait la consultation. Alors pour ça, on a une piste qui est de mettre en place
en fait une petite interface qui se branche sur les logs de EasyProxy et qui permet de voir en live ce qui se passe dans les logs. C'est-à-dire qu'au moment où on va sur la plateforme et puis on fait une action, on consulte, on clique, eh bien, on voit ce qui se passe en live sur les logs de EasyProxy, et ce qui nous permettrait d'analyser plus finement et de voir ce qu'on peut faire dans le cas d'Alewire ou même pour valider aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, valider ce qui se passe réellement pour chaque parcelle. Donc ça c'est une piste, mais on n'a pas encore ça pourrait être une réponse à ça. Et j'avais une deuxième question, c'était sur un parseur qui est sur une plateforme qui fait à la fois des revues et on va dire, bon pas tout à fait des e-books, mais plutôt des ouvrages. À quel moment vous considérez que le parseur est terminé? Par exemple, l'analyse est faite sur la partie revue pure. Et l'analyse est faite, et à la limite, le parseur fonctionne. Et la base de connaissances existe avec le scrapper qui va avec. Mais l'analyse n'est pas faite sur la partie ouvrage, et donc rien d'autre n'est fait, ni parseur, ni scrapper, etc. À ce moment-là, vous le considérez comment, le parseur? Ou l'analyse de cette plateforme? Alors là, on pourrait éventuellement versionner les parseurs, mais pour l'instant, on n'a encore pas fait de choix à ce sujet-là. Il y a ça va dépendre en fait des besoins de mesure de ressources des utilisateurs des plateformes. Pour l'instant, on a la version de base, je dirais, pour un parseur, c'est la consultation des revues. Si on va un peu plus loin, on va jusqu'au e-book. Mais la base, c'est ça. Alors après, on pourrait peut-être qualifier les parseurs selon ce qu'ils sont capables de reconnaître. Ouais, en fonction. Ouais. Alors on a les. Même la version de base d'un parseur, ça pourrait être de dire il reconnaît des HTML et il reconnaît des consultations HTML ou PDF. Même pas. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors donc on a noté pour iWire, on se penchera sur le problème. Mais je pense que donc ce que je disais, c'était que le fait d'avoir cette vision sur les logs, ça nous facilitera le travail. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Pas moi. Non, pas moi. Non, moi non plus. C'est fini? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on se donne rendez-vous donc en décembre. Sinon, merci à tous. Et donc on est toujours joignable par mail. Ok, ben merci à tous et bonne journée, bon appétit à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.
on va attendre.